L'équipe d'organisation a préparé pour vous 3 tables rondes qui vont être l'occasion pour chacun des orateurs de présenter les propositions de François Fillon à travers des thèmes qui font l'actualité. Et pour introduire, coordonner et piloter l'ensemble de cette matinée, je vous demande d'accueillir l'un des plus fidèles soutiens de François Fillon, le député et premier vice-président de la région Île-de-France, Monsieur Jérôme Chartier. Bonjour à tous. Donc moi j'ai suivi la recommandation de Pierre Denisio. Je me suis retroussé les manches. Et en même temps, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il fait bon à Sablé. Et d'ailleurs, si je voulais résumer, parce que la météo est quand même idéale, moi je trouve qu'hier à Chatou il faisait chaud. Je trouve qu'au Touquet on suffoquait. Et à Sablé, c'est juste idéal, c'est génial, c'est gagné. Alors mes chers amis, ces 3 tables rondes qui vont être très largement animées et surtout agrémentées par l'ensemble de mes collègues qui sont des spécialistes des questions. On va commencer tout de suite par quelque chose qui vous sensibilise beaucoup. C'est bien sûr la liberté. La liberté pour entreprendre, la liberté pour la croissance, la liberté pour l'économie, la maîtrise de la fiscalité, la baisse de la dépense publique, toutes ces propositions qui sont dans le projet de François Fillon qu'il a préparé depuis plus de 3 ans, en allant à votre rencontre, en réunissant, et c'est la première fois dans la vie politique, des gens de la société civile pour bâtir un projet, pour le construire avec ensuite les parlementaires, ensuite les hauts fonctionnaires, bâtir quelque chose d'original, d'inédit. C'est ce que François a préparé. Ces propositions, elles vont vous être rappelées. Mais pour cette première table ronde, je demande de venir me rejoindre Gilles Carrez, qui est le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et qui est un fidèle soutien de François Fillon. Et je demande aussi de venir me rejoindre le père des auto-entrepreneurs, Hervé Novelli, qui a été ministre dans le gouvernement de François et avec qui nous allons maintenant débattre. Attends, c'est pas fini. Attends, non. Nous allons débattre. Ah. Alors, nous allons, Monsieur Novelli et Monsieur Carrez, si vous le voulez bien, vous écouter successivement. Tout d'abord, Monsieur Novelli, au micro, puisque ça sera plus simple afin que toutes les personnes puissent vous voir. Vous avez été... Est-ce que je peux te dire tu ? Tu peux. D'accord. Donc, tu as été l'un des pères de l'auto-entrepreneur. C'est un dossier que tu as porté. C'est un dossier qui est, comme le dit Gilles, une très très grande réussite du gouvernement de François Fillon. C'est aujourd'hui une réussite qui est en train de s'étioler, puisque le gouvernement a très largement changé la nature de l'esprit de ce que tu avais fait. Je voudrais à la fois que tu puisses nous en parler au pupitre, et puis aussi tout simplement nous dire ta vision, celle de François Fillon à travers ses propositions sur la croissance et la liberté. Monsieur Hervé Novelli, transformer une société par la liberté. Bien, chers amis, avant de répondre à la question de Jérôme, je voudrais moi aussi vous saluer aussi nombreux ce matin pour un exercice annuel qui a été souhaité, voulu par François Fillon depuis quelques années et qui a servi peu à peu à bâtir ensemble le projet de redressement du pays que François Fillon porte. Puisque Jérôme Chartier a d'emblée parlé du statut d'auto-entrepreneur, on va en parler. Lorsque j'ai, grâce au soutien constant de François Fillon, y compris, mon cher François, contre ton propre cabinet, parfois, mis en place ce nouveau régime, j'y voyais, comme beaucoup, une simplification pour créer, développer facilement une activité. En fait, c'était bien plus que cela. Et je m'en suis aperçu après coup. C'était une sorte de révolution culturelle parce que nous permettions, en France, pour la première fois, de faire en sorte qu'un salarié puisse être auto-entrepreneur, puisse être entrepreneur, qu'un retraité puisse développer une activité, qu'une mère de famille
puisse le faire également, qu'un chômeur puisse avoir des chances, grâce à un projet, de pouvoir se lancer sans complexité, sans complication et sans charge. C'était cela, au départ, le statut de l'auto-entrepreneur. On pouvait développer, créer cette activité sans prélèvement forfaitaire. Vous vous souvenez de ce slogan qui, malheureusement, a vécu « Pas de chiffre d'affaires, pas de charge ». Mais il y avait beaucoup d'autres choses. Il y avait beaucoup d'autres choses et ce régime de l'auto-entrepreneur, d'une certaine manière, collait à la société qui se dessine devant nous avec la révolution numérique, la montée de l'entrepreneuriat individuel, l'existence d'une société de services. Pour la première fois, l'entrepreneur se trouvait au cœur de la société française et je souhaite et je suis convaincu qu'avec François, il y demeurera, il retrouvera, il trouvera une place éminente. Alors j'en ai tiré une leçon. Un projet économique ne peut être couronné de succès que s'il a en son centre, que s'il a en son cœur la liberté. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans un univers super réglementé, hyper normé, comme l'est notre pays et comme d'autres pays, la liberté redonne, lorsqu'on la met en mouvement, de l'efficacité au système. Et la liberté, ça tombe bien, elle est le fil rouge du programme économique de François Fillon. Si on réduit la liberté, on contraint le système. Celui-ci s'étiole. Les auto-entrepreneurs ont baissé de 10% sur un an, d'après les derniers chiffres de l'INSEE. Tout cela parce qu'on s'est évertué, finalement, à complexifier le système, à faire en sorte qu'aujourd'hui, un retraité qui veut donner des cours de musique, il faut qu'il s'inscrive au répertoire de la Chambre des métiers, ou il faut qu'il fasse un stage préalable à l'installation, payant, à hauteur de 250 €. Vous imaginez que ce statut d'auto-entrepreneur qu'avec François nous avons voulu social, c'est-à-dire pour permettre à chacun de se lancer, eh bien, que ce statut soit aujourd'hui minoré dans les chiffres et en voie de disparition progressive si nous n'y mettons pas le holà dans un an. Mais au-delà de ce statut et de cet exemple, ce qu'il faut admettre, comprendre, c'est la mutation du monde. Si le travail indépendant se développe dans une société de services, comme partout ailleurs dans le monde, sous les coups de boutoir de la révolution numérique, cela veut dire que nous devons revoir de fond en comble nos normes sociales qui sont en voie d'obsolescence, d'usure accélérée. Et c'est la force de François Fillon que d'inscrire son projet dans cette modernité, dans ce nouveau monde qui va se dessiner devant nous et dont nous devons absolument dessiner les contours, car sinon il nous échappera. Et donc cela porte un certain nombre de conséquences. Si le salariat n'est plus la norme unique, alors il faut, comme le propose François, un statut protecteur du travail indépendant. C'est ce fameux contrat de prestataire indépendant sur 3 ans qui est au cœur du développement de l'entrepreneuriat individuel. Mais plus fort encore, si la protection sociale n'est plus uniquement celle du salarié, alors il faut refonder un régime de protection des indépendants à la place du RSI qui a vécu et qui est un véritable scandale. Et plus largement encore, si le Code du travail, mon cher Gérard, sur lequel tu as beaucoup travaillé, n'est plus adapté, cela veut dire qu'il faut passer l'essentiel aujourd'hui par la négociation et non plus par la loi. Ça tombe bien, c'est exactement la proposition de François Fillon. Je voudrais prendre un seul exemple, un exemple des 35 heures. La force du projet de François Fillon sur ce sujet est de renoncer, et il est le seul des candidats à le dire clairement, renoncer à inscrire dans la loi une durée maximum hebdomadaire et de confier ce soin à la négociation dans la limite de la directive européenne
sur la durée du travail. Ce n'est le cas, je le dis, d'aucun des autres candidats aux primaires, et c'est bien là leur faiblesse. En conclusion, je voudrais faire remarquer que le poids de la dépense publique, 57% du PIB, et sa conséquence, un taux de prélèvement obligatoire de près de 47%, sont des facteurs eux aussi, et on le dit moins, privatifs d'initiatives individuelles. Vous semez des impôts et des normes, vous récoltez des fonctionnaires. C'est cela la réalité. Et pire encore, une consommation collective trop lourde réduit votre propre consommation individuelle, notre consommation individuelle, et des impôts et des charges trop élevés réduisent vos propres capacités à consommer ou à investir. Ce sont des vérités que l'on entend peu et qu'il faut répéter inlassablement. En fait, et j'ai essayé de vous le montrer, tout se tient. Et seul, comme François Fillon l'a indiqué, le fil rouge de la liberté est capable, dans l'ordre économique, de redonner par une prospérité retrouvée l'espoir aux Français. Vive François! Bravo! Bravo Hervé Novelli! Bon, après le vent de la liberté, le vent de la rigueur budgétaire avec Gilles Carrez. Bien, chers amis, je voudrais vous dire tout d'abord l'estime, l'admiration et l'amitié que je porte à François Fillon. Et je partage avec lui un autre privilège, c'est que je suis moi-même sartois. Et c'est toujours un grand bonheur de revenir sur les terres de ma jeunesse. Alors, chers amis, la liberté, elle passe aussi par la libération fiscale. Et dans un pays où les prélèvements obligatoires représentent 45% de la richesse nationale, record d'Europe, nous avons une situation d'asservissement à la collectivité publique. Quand les Français ne commencent à travailler pour eux-mêmes chaque année que fin juillet, nous ne sommes pas dans une société de liberté. Mais le message essentiel, le message premier, je voudrais ici livrer, c'est que nous devons baisser les impôts, mais nous devons le faire en gageant cela par des économies sur les dépenses. Parce que, et François Fillon a été le premier à le dire explicitement, et Dieu sait si ça lui a été reproché. C'était en septembre 2007. Je suis à la tête d'un État en faillite parce que l'État français vit au-dessus de ses moyens. Et chers amis, financer le choc fiscal nécessaire par le déficit et donc par la dette, alors qu'elle dépasse les 2100 milliards d'euros, qu'elle va atteindre prochainement les 100% du PIB, serait tout simplement irresponsable. François Fillon a donc raison de mettre l'accent sur la baisse des dépenses. 100 milliards de réduction de dépenses publiques en 5 ans, c'est un objectif ambitieux, c'est un objectif courageux, mais ça n'est pas un objectif hors de portée, à une condition, c'est de passer par des réformes structurelles et de commencer à les mettre en œuvre dès le début du prochain quinquennat. Les retraites, les transferts sociaux, la fonction publique, le temps de travail, c'est le programme sur lequel travaille François Fillon depuis maintenant des années. La technique utilisée aujourd'hui pour en apparence modérer la dépense, qui est celle du rabot, est arrivée à son extrême limite. On est dans une situation de paupérisation de l'État, y compris dans les missions régaliennes. Regardez par exemple la surprise qui a été celle de Jean-Jacques Urvoas, nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice, quand il a découvert que son ministère ne fonctionne plus. C'est ça, la technique du rabot. Nous devons réduire les dépenses,
mais cerner les priorités, là aussi, c'est le programme de François Fillon. Alors, cette priorité qui est dans la baisse des prélèvements, elle doit passer d'abord par les entreprises. Et le calibrage d'une baisse rapide de 50 milliards d'euros, 2,5 points de PIB, 40 milliards sur les entreprises, 10 milliards sur les ménages, me paraît le bon calibrage. Il faut en effet donner la priorité aux entreprises et aux baisses des charges, comme c'est dans le programme de François, mais il faut aussi prévoir des allègements sur les ménages, parce que les ménages, c'est le pouvoir d'achat, c'est également la confiance, c'est la consommation, et c'est aussi un peu la croissance. Et donc ceci, il faut le faire dès le début, et les propositions sont très intéressantes. Et cela doit être financé d'une part par les économies, mais d'autre part par un redéploiement en direction de la TVA. Mesure courageuse, mais mesure nécessaire. Nous aurions dû engager la TVA compétitivité dès 2002-2003, au moment où on commençait à voir la perte de compétitivité de nos entreprises ou le clignotant du commerce extérieur passer au rouge. Nous ne l'avons pas fait à cette époque. Et je rappelle ce souvenir que je partage avec Hervé Novelli. Hervé, tu présidais la commission spéciale sur la loi sur les entreprises, qui s'est appelée après loi Dutreil. Moi-même, j'en étais le rapporteur. Et nous nous sommes battus pour dire qu'il fallait aller plus loin, que les entreprises commençaient à décrocher et que la priorité devait être là. Il y avait à l'époque un ministre réformateur, parce que la seule réforme qui a réellement été faite en 2003, à cette époque, ça a été la réforme des retraites. Et cette réforme dite de la qu'a conduite François, et cette réforme de la TVA compétitivité, nous ne l'avons engagée que trop tardivement, presque 10 ans plus tard. La baisse résolue des prélèvements obligatoires est le seul moyen de restaurer la confiance. Alors c'est vrai qu'en 2011, face à la crise financière, la plus grave qu'on ait connue, nous avons été obligés d'augmenter un peu les impôts. Mais à partir de 2012, et ça il faut le rappeler, les socialistes se sont livrés à un matraquage fiscal irresponsable. 30 milliards de fiscalité supplémentaire sur les entreprises, 30 milliards sur les ménages, et tout cela pour financer quoi? Des dépenses publiques supplémentaires, des embauches de fonctionnaires supplémentaires, notamment dans l'éducation nationale, des transferts sociaux supplémentaires. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils se rendent compte que sur les entreprises, il faut commencer à diminuer la pression. Mais vous voyez l'incohérence. Et puis les ménages ont subi des hausses colossales, et notamment les classes moyennes et les familles. Et aujourd'hui, le gouvernement met en avant quelques baisses d'impôts, mais ne vous y trompez pas, parce que les quelques baisses d'impôts qui sont faites le sont au bénéfice de ceux qui n'ont pas subi la hausse d'une dizaine de milliards décidée en 2012, 2013, 2014, à travers toutes sortes de mesures, comme par exemple l'abaissement du quotient familial. Et là, je veux aussi dire une chose importante en matière de fiscalité, c'est que la libération fiscale, elle passe aussi par une fiscalité plus simple, plus stable, plus prévisible, et ça aussi, c'est le programme de François Fillon. Les réformes incessantes de ces dernières années et la complexité extrême de la fiscalité ont créé un climat anxiogène et une perte de confiance des Français. Et puis, ne nous laissons pas prendre par ce vocabulaire socialiste qui ont toujours le mot justice, justice à la bouche. Alors je vous pose la question, est-ce que la fiscalité est juste quand seulement 45% des foyers fiscaux français payent aujourd'hui l'impôt sur le revenu? Est-ce que c'est juste? Est-il juste que seuls 10% des Français payent à eux seuls plus de 70% l'impôt sur le revenu? Est-il juste qu'en additionnant le taux marginal de l'impôt sur le revenu 45%, la contribution exceptionnelle 4%, les prélèvements sociaux plus l'ISF, on arrive à des prélèvements confiscatoires de plus de 100% qui font que nos meilleurs talents, qui font que chaque année,
par milliers, des Français pleins d'avenir, pleins de ressources, quittent notre pays. Et là, il y a un blackout complet du gouvernement sur cela. Alors, je suis, chers amis, j'en profite pour le dire, totalement opposé à la mise en œuvre du prélèvement à la source. Parce que le prélèvement à la source, c'est ni plus ni moins que la première étape pour le rêve socialiste de fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, qu'il faut absolument écarter. Alors, chers amis, et je termine par là, l'héritage en 2017 va être terrible, parce que les déficits apparents d'aujourd'hui, de l'ordre de 70 milliards, ne sont pas les vrais déficits structurels. Aujourd'hui, il n'y a eu aucune réforme de structure. Les emplois publics ont augmenté, on a par exemple supprimé le jour de carence, et aujourd'hui, le vrai déficit, il est autour de 4,5 points de PIB, c'est-à-dire 80-90 milliards. Cet héritage de 2017 va être beaucoup plus lourd que celui qu'on a connu en 1986, que celui de 1993, que celui de 2002. Et donc, face à cet héritage, le programme de François Fillon a le mérite de la cohérence, de la clarté, de la détermination, de la précision. Car tout l'enjeu, tout le défi va être de faire. Tout sera dans la mise en œuvre. Et l'exigence absolue de cette mise en œuvre effective, rapide, elle vient de la situation de notre pays. Car la situation est tellement grave au plan de nos finances publiques qu'elle nous interdira toute tergiversation, elle nous interdira de passer des compromis, de créer des commissions. Nous devrons tout de suite résoudre les problèmes et le programme de François Fillon, travaillé depuis des années, suffisamment clair, est opérationnel immédiatement. Et je voudrais insister, pour terminer, sur un dernier point. Bien sûr, nous sommes tous les Français sont préoccupés par les questions de sécurité, de terrorisme, d'islamisme radical, d'immigration, d'identité. Mes chers amis, l'emploi, le pouvoir d'achat, la compétitivité des entreprises, bref, l'économie reste prioritaire pour le quotidien de nos concitoyens. Et cela, François Fillon l'a aussi parfaitement compris, comme son programme le démontre. Merci. Bravo Gilles Carrez. Oui, bien sûr. Mes amis, c'est un immense bonheur d'avoir Gilles Carrez et Hervé Novelli à mes côtés pour bâtir mon projet économique. L'un qui est un ministre innovateur, qui n'a pas hésité à bousculer les idées reçues, et l'autre qui est le rigoureux président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, que tout le monde respecte, et qui a de surcroît la qualité d'être un Sartois, un vrai Sartois, un Manceau. Mais je voudrais vous dire un mot à ce stade parce que j'entends dire que les Français n'aiment pas la liberté. Il y a même un candidat à la primaire qui explique que la liberté, ce n'est pas un problème. Et qu'en France, ce dont on a besoin, ce n'est pas de liberté, c'est de régulation. Et puis, il y a tous ceux qui me disent, la liberté, c'est important, mais aujourd'hui, on a un problème de sécurité, on a un problème de souveraineté, et donc laissons tomber le débat sur la liberté. Non. Si on veut redresser notre pays, il faut à la fois la liberté et l'autorité. Il faut le courage de diminuer la dépense publique. Parce que cette dépense publique, elle est en train de ruiner les Français. Et je vais dire les choses très simplement. Il y a 3 jours, je me suis rendu dans une ferme, dans une exploitation agricole à quelques kilomètres d'ici. Un de ces éleveurs laitiers qui, comme beaucoup d'autres sur notre territoire national, sont ruinés. J'ai rencontré 2 agriculteurs, un couple d'une 50aine d'années, qui ont investi, qui sont modernes, qui produisent 490 000 litres de lait par an. Et avec ces 490 000 litres de lait par an, ils se versent comme salaire à 2 500 € par mois. Voilà, ça c'est la vérité du pays dans lequel nous vivons. Et c'est une question aussi de liberté, c'est une question de relation avec les producteurs et les distributeurs, mais c'est une question de liberté parce qu'ils croulent sous les charges. Le même agriculteur allemand,
il gagne sa vie avec des prix du lait plus bas parce qu'il a moins de charges, parce qu'il a moins de contrôle, parce qu'il a moins de réglementation. Nous sommes dans une société qui est devenue une société bureaucratique, où l'administration n'a plus le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire de la défense des Français. L'administration, elle est là pour nous aider à vivre mieux. Elle n'est pas là pour nous traquer. Elle n'est pas là pour passer son temps à nous imposer des réglementations toutes les plus absurdes les unes que les autres. Et si cette administration a aujourd'hui perdu le sens de sa mission, c'est parce que les responsables politiques croient qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, il faut y répondre par un impôt et par une loi. C'est pour ça que la question de la liberté est une question fondamentale que aucun événement extérieur ne pourra nous empêcher de regarder en face. Oui, maintenant, on va parler de sécurité, on va parler d'autorité, on va parler de la souveraineté nationale, mais sans liberté, personne ne pourra jamais redonner à la France la fierté d'être français.